Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. La cérémonie des Lions tchèques s'est déroulée le 6 mars dernier dans des conditions évidemment très particulières en raison de la pandémie et c'est le film Charlatan d'Agnieszka Holland qui a été sacré meilleur film de l'année en plus de recevoir plusieurs autres prix. On en parle en début d'émission avant d'évoquer les vaccins russes et chinois vers lesquels la Tchéquie elle aussi semble se tourner alors que la situation sanitaire dans le pays n'est toujours pas très bonne. Et puis le coronavirus aura eu au moins cela de bon. Les Pragois utilisent bien plus leur vélo depuis le début de la crise sanitaire, même si évidemment la capitale tchèque n'est toujours pas la ville bike friendly que peuvent être Berlin ou encore Amsterdam. Bonne écoute de ce programme. Charlatan, le biopic de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland sur un guérisseur qui aurait soigné des milliers de personnes en Tchécoslovaquie au cours de la première moitié du XXe siècle, a raflé la mise lors de la cérémonie des Lions tchèques samedi. Sacré meilleur film, il a également remporté les prix du meilleur acteur pour Ivan Trojan, de la meilleure réalisation, de la meilleure photographie et du meilleur son. Alors que le film fait partie de la présélection dévoilée début février pour la catégorie de l'Oscar du meilleur film international, nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'Agnieszka Holland nous avait accordé en août dernier lors de la sortie du film sur les écrans tchèques. Oui, le fait que c'est connu ou pas connu, c'était pas essentiel pour moi. Je suis pas spécialement attachée au fait qu'il faut faire le personnage vrai. Et quand j'ai lu le scénario de Marek Epstein, j'étais fascinée par ça, comme si je lirais un roman. Je pense que le désavantage des films biopiques est que c'est presque toujours assez systématique, descriptive, éducative, et ça devient géographique. Mais pourtant, je fais plusieurs films sur le personnage vrai, mais à chaque fois, le talent de scénariste était tel qu'il a traduit cette vraie vie dans une espèce d'œuvre d'imagination. Et c'était aussi le cas de Mikolášek. Mais il y avait plusieurs motifs qui étaient présents dans mes films précédents. Le guérisseur, j'ai fait un film sur un guérisseur. La notion de mystère, de foi et de méthodes qui sont pas scientifiques dans les rapports avec le corps humain et avec la nature. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Un don spécial, un talent spécial et le prix qu'on paye pour ce talent. La question si on a le droit d'être immoral juste à cause de ça qu'on a ce talent-là. Quelle est la frontière avec l'officiel caché? Aussi le destin d'un habitant d'Europe de l'Est dans le XXe siècle et le fait qu'il n'est pas dépendant de son destin, ça veut dire qu'il n'est pas le maître de son destin, mais il dépend des jeux de pouvoir et des régimes et qu'il le traite comme une espèce d'objet ou un jouet dans la main de l'histoire. Tous ces thèmes-là sont présents dans Charlatan. Ça veut dire que c'est un film épique qui est raconté d'une façon très intimiste. C'est ça que je pense fait l'originalité de ça. Et à la fin, c'est l'histoire d'amour qui est très peu traditionnelle et très, très douloureuse. Hein. Oui, qui est très douloureuse, alors qui est très belle aussi, puisqu'en effet, c'est une histoire d'amour homosexuel avec son assistance. Et aussi, finalement, j'ai envie de dire quelque chose à la fois pour l'époque, peut-être pour le cinéma tchèque, pour le coup aussi, qui est peut-être moins présent. Et puis finalement, mine de rien, quand on cherche un peu sur la vie de Jan Mikolášek, à part finalement votre film et quelques chose qu'on peut chercher, c'est quand même quelqu'un, on le voit ailleurs, en tout cas c'est comme ça que vous le transcrivez aussi, qui est quelqu'un de très secret. J'imagine qu'à part peut-être, alors je ne sais pas exactement comment a travaillé pour le coup le scénariste Marek Epstein, mais j'imagine qu'à part les archives, peut-être des procès, etc., il y a peut-être peu de documentation. Est-ce qu'il y a des témoins de l'époque? C'est aussi comment est-ce qu'on travaille quand c'est un personnage quand même très très ambivalent en plus comme celui-ci. Oui, c'est ça. Il était très populaire à l'époque, surtout entre les guerres, mais aussi pendant la guerre et après la guerre. Il a exécuté son don jusqu'au 58, quand il était après la mort du président Zapotoczky qui lui a fait la parapluie. Il était arrêté. Il avait un procès qui a fini sa carrière. Mais c'est vrai que les millions de gens ont été guéris par lui, ou pas guéris, en tout cas, ont passé par son cabinet. Et comme ça, beaucoup de gens étaient au courant de son activité.
Mais après, bon, il était oublié comme beaucoup des autres. Mais quand on a commencé de faire le film, les gens dans notre équipe ou les extras se sont souvenus d'un coup que, ah oui, ma grand-tante ou ma grand-mère ont dit qu'ils étaient guéris par certaines Mikolášek. On a compris qu'il existe d'une certaine façon caché dans le sous-conscient national. J'ai retrouvé, il y avait une vieille dame qui m'a retrouvé, qui a son portrait. Elle m'a envoyé son portrait, très, très joli d'ailleurs. Il y a quand même un peu de témoignages, il y a un peu des articles dans la presse, on a des documents de son procès et les autres documents qui étaient dans les archives de Secret Service. Mais il y a aussi son autobiographie officielle, où qui est très positive. Et son grand-neveu qui a amené ce sujet à la télévision tchèque, où après Marek l'a trouvé. Il a fait certaines documentations, il a voulu faire un documentaire sur lui, et il a encore réussi de parler avec les gens de Yeltsin, alentour, où il a exécuté la majorité de son activité, qui avait des souvenirs, comment il était, qui était son assistant et tout ça. On ne savait pas grand-chose, ce qui est peut-être mieux, parce que si on ne sait pas trop, ça ouvre les voies à l'imagination. L'acteur qui incarne Jan Mikolášek, Ivan Trojan, il dit de son rôle que c'est le film le plus compliqué qu'il ait tourné. Comment est-ce que vous le comprenez et comment est-ce que vous avez travaillé avec lui? En confiance, j'aime beaucoup Ivan. On a travaillé ensemble sur Sacrifice. Je savais qu'il a tendance de faire ces personnages nobles et courageux, qu'il aime ça parce que je pense qu'il est comme ça. Mais en même temps, l'instinct d'acteur aussi l'a poussé d'essayer les choses qu'il n'a pas fait avant, d'essayer aussi de chercher la côté sombre de ces personnages. Dans certains moments, on s'est un tout petit peu tiré. Moi, je tirais vers le côté sombre. Ivan a tiré le personnage vers le côté lumineux. Et je pense qu'on a trouvé l'équilibre. C'était aussi pour la première fois dans sa vie qu'Ivan a joué l'amour homosexuel. Et il était très angoissé par ça parce qu'il ne savait pas comment il peut retrouver, lui, un homme hétérosexuel et le père de 4 garçons, peut retrouver cette côté-là, cette sensibilité-là, ces émotions-là. Mais finalement, quand on a tourné, il a compris que c'est la même chose, plus ou moins. C'était aussi très bien que Juraj Loj, qui joue l'assistant et qui est un jeune acteur slovaque, très, très beau, et très, je pense, très doux et très juste. Pourtant qu'il est père de 3 enfants, il n'avait pas ce problème-là. C'est aussi la question de la génération, je pense. Mais en tout cas, ils ont sympathisé tout de suite. Ils avaient beaucoup de confiance et de camaraderie entre eux. Et ça fait cette histoire d'amour, ça s'est devenu très naturel dans certains sens. Moi, j'étais très contente et très fière qu'on a réussi de le faire dans de façon si subtile et en même temps sans cacher des choses qu'il faut montrer quand il veut montrer une passion. Alors que les pays d'Europe centrale sont mis sous tension par le Covid-19 et ses variants, les différentes campagnes de vaccination dans les pays du V4 progressent lentement. Pour accélérer la cadence, les dirigeants hongrois, mais désormais aussi les Polonais, les Slovaques et les Tchèques, se tournent vers les vaccins russes et chinois, quitte à se mettre une fois de plus l'Union européenne à dos. Thibaut Maillet. Le premier à avoir franchi le pas a été le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Dès le mois de novembre 2020, il discutait avec le Kremlin de la possibilité de se faire livrer le vaccin russe et avec Pékin l'achat de doses chinoises. Dimanche, il a d'ailleurs posté sur Facebook les photos de sa propre vaccination, exhibant fièrement l'emballage du vaccin chinois utilisé.
Il n'aura pas fallu très longtemps avant que les voisins centre-européens n'embrayent. Le Premier ministre slovaque Igor Matovič était lundi sur le tarmac de l'aéroport de Košice pour recevoir par avion militaire 200 000 doses de Sputnik V. Il en a commandé pour son pays un total de 2 millions. Andrej Babiš a lui demandé aux autorités de contrôle sanitaire tchèques d'autoriser la mise sur le marché du vaccin russe afin de commencer la distribution dans le pays. Du côté de la Pologne radicalement anti-russe, le président Andrzej Duda a fait part de son intérêt auprès de son homologue chinois pour obtenir les vaccins du laboratoire Sinopharm. Les pays du V4 s'apprêtent donc tous à se passer de l'aval de l'Agence européenne du médicament. Alors, si la position de Viktor Orbán de se tourner vers la Russie et la Chine n'est pas surprenante, la décision du Premier ministre slovaque et l'intention affichée en République tchèque par Andrej Babiš le sont un peu plus, car il s'est engagé il y a quelques semaines à attendre la décision et à agir de concert avec les 26 autres membres de l'Union européenne. Le 10 février, il déclarait d'ailleurs à ce propos I ruskou vakcínu Sputnik. Nous avons appris que la Russie avait déjà demandé l'autorisation de son vaccin auprès de l'Agence européenne du médicament. Nous attendons le résultat. Pour nous, il est important de recevoir les vaccins le plus rapidement possible, car la plupart des livraisons doivent arriver en Tchéquie seulement dans le deuxième trimestre. Mais nous avons besoin du vaccin maintenant, en mars et en avril. Depuis, l'Agence européenne du médicament a précisé « La Russie n'a pas formulé de demande de mise sur le marché, seul un avis scientifique a été sollicité. » Quoi qu'il en soit, à peine 20 jours plus tard, pour Andrej Babiš, il n'est plus question d'attendre. Derrière ce changement radical, il y a une situation sanitaire accablante. Les variants ont mis encore plus en difficulté des pays déjà fortement touchés depuis l'automne. Dans ce contexte, la pression devient toujours un peu plus forte sur le Premier ministre et son gouvernement. Le président Miloš Zeman, ouvertement pro-russe, avait lui d'ores et déjà contacté Vladimir Poutine pour envisager l'achat de Sputnik V. L'idée d'autoriser unilatéralement le vaccin soulève quelques remous au sein du Parlement. Au micro de la télévision tchèque, le député ODS Bohuslav Svoboda s'est dit inquiet. Les fabricants russes n'ont même pas demandé l'autorisation de mise sur le marché européen et ils savent probablement bien pourquoi. Ainsi, il ne nous est pas possible d'utiliser le vaccin dans une situation aussi dangereuse qu'est la lutte contre le Covid-19. Après la parution d'une étude dans la très sérieuse revue The Lancet qui avait démontré son efficacité à 91,6%, la chancelière allemande Angela Merkel avait laissé la porte ouverte au vaccin russe, à condition que l'Agence européenne du médicament ne l'autorise. Même son de cloche du côté de la Commission européenne, bien que sa présidente, Ursula von der Leyen, ait émis quelques réserves. Nous demandons encore pourquoi la Russie continue théoriquement de fournir des millions de doses alors qu'elle peine à vacciner sa propre population. Cette décision unilatérale de la part de dirigeants d'États membres de l'Union européenne suscite donc quelques crispations. Si l'objectif de la France et de l'Allemagne était de ressouder l'Europe en offrant respectivement 100 000 et 15 000 vaccins à la République tchèque, le revirement centre-européen met encore plus en lumière les difficultés qu'affrontent en ce moment les 27. Dans certains titres de presse étrangère, on s'interroge d'ailleurs, est-ce le retour du V4 façon vilain petit canard, rompant volontiers les rangs de l'unité européenne comme en 2015 au temps de la crise migratoire? Difficile de faire un tel parallèle, d'autant que d'autres, dont Saint-Marin, se tournent vers le vaccin russe également à défaut d'une distribution rapide d'autres vaccins par Bruxelles. Autre défi que l'on n'avait peut-être pas vu venir, la Commission européenne devrait présenter un projet de passeport vaccinal européen. Comment seront alors considérés les citoyens européens ayant reçu les vaccins russes ou chinois? Rappelons que pour l'heure, l'Agence européenne du médicament n'en reconnaît que 3, Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, et que chaque État membre se voit attribuer une partie des stocks accumulés par l'Union européenne en fonction de sa population. Notons également qu'à l'heure actuelle, la République tchèque n'a administré que 70% des doses qu'elle a reçues.
Historiquement, Prague n'a été que tardivement aménagée pour permettre aux cyclistes de circuler sur ses routes. Aujourd'hui encore, le sentiment d'une ville peu bike-friendly prédomine largement, et ce malgré les efforts de l'association Automat. Mais la crise sanitaire a un peu changé la donne. Alice Ragues. Il suffit de se promener dans le centre-ville et ses alentours pour vite comprendre qu'en matière de circulation à vélo, à Prague, on est loin de ce qu'on peut trouver dans d'autres grandes métropoles européennes. Les rues pentues, étroites et pavées, ou encore la météo, sont souvent avancées comme explication. Mais l'excuse sert aussi à faire passer au second plan la prise de conscience tardive des autorités publiques. Les premières infrastructures de cyclisme remontent au début du XXe siècle et les premières voies cyclables dans la rue Lietzenska, inspirées de celles que l'on peut trouver à Copenhague, datent de 1956. S'il y a bien eu un certain engouement pour le cyclisme de loisirs à la fin des années 80, il est resté bien moindre que le développement de la voiture reine. Les années 90 et le retour de la démocratie avaient donné sa chance au vélo. Le président Václav Havel, par exemple, a fait don de 100 000 couronnes à la capitale pour la réalisation d'une piste cyclable présidentielle qui devait ceinturer le château. La piste n'a en réalité jamais vu le jour, l'argent ayant servi à combler un trou dans les caisses de la municipalité. Malgré tout, en 1993, le conseil municipal avait planifié la création de 400 km de pistes dans la capitale. Le projet aurait dû être achevé en 2000, mais 7 ans plus tard, à peine la moitié avait été réalisée. Pas suffisant pour faire de Prague une nouvelle capitale du cyclisme. C'est dans ce contexte qu'Automat, une association qui promeut la pratique du vélo, a été créée en 2007. Cette initiative s'intègre à un mouvement global. Ses membres font partie d'une initiative internationale pour améliorer la vie dans les villes, World Car Free Network, et de l'ONG Green Circle Association. Mais l'ambition d'Automat va au-delà de la promotion du vélo comme simple activité récréative. Aujourd'hui, faire du vélo un moyen de transport courant pour les Pragois et ainsi une alternative à la voiture est devenu une priorité. C'est avec cette volonté qu'a été lancée Back to Work, une compétition collective et amicale dont les inscriptions en ligne se terminent fin mars cette année et qui encourage les entreprises et leurs employés à se déplacer à vélo de manière à colporter l'engouement auprès de leurs collègues. Damien Linhart, membre d'Automat, avait expliqué à Radio Prague International il y a quelque temps. Un des premiers enjeux, c'est l'enjeu de la sensibilisation. On voit que Prague n'est pas encore la première ville de vélo en Europe. Donc il y a ce travail de sensibilisation très important à faire. Montrer que c'est possible, qu'on peut venir tous les mois, pendant tout le mois à vélo, tous les jours. Voilà, c'est vraiment essentiellement un travail de sensibilisation et d'incitation à travers une compétition qui est amicale, pleine de surprises. Mais Automat ne s'arrête pas là et conjugue cette action à du lobbying auprès de la municipalité pragoise. L'idée est de convaincre les décideurs publics de l'intérêt à développer ce mode de transport. Bien connu, les bienfaits de la pratique sont en effet multiples et s'observent à différents niveaux. Maintien de sa forme physique, mais aussi réduction de la pollution, désengorgement des routes et réduction du bruit urbain. Autant d'ingrédients pour améliorer la qualité de vie dans la capitale tchèque. Avec une pandémie qui paralyse certaines activités et force à l'adaptation, les Tchèques ont modifié certaines pratiques et le vélo a été grandement plébiscité par la population au début de la pandémie. Alors que les restrictions se multipliaient, la bicyclette a été perçue comme un moyen de transport sûr en termes de distanciation sociale, contrairement au transport en commun. La douceur de mars 2020 aussi a motivé les gens à monter sur leur vélo, l'occasion pour eux de découvrir la ville autrement. Pour preuve, depuis la déclaration de l'état d'urgence, le nombre de cyclistes a augmenté de 39%, comme l'a souligné Adam Schneirer, l'adjoint au maire en charge des transports. Dans plusieurs villes européennes, la pratique du vélo est florissante, elle s'intègre peu à peu dans le quotidien, et le Covid-19 a nourri cette tendance. Cette inclination se conjugue aussi à une évolution de la perception qu'en ont les Tchèques. Moyen de transport durable, propre écologiquement et sain, le vélo séduisait déjà de plus en plus avant la pandémie comme une voie alternative des mobilités. L'année écoulée a confirmé cette tendance. Cette orientation gagne aussi les sphères politiques. La municipalité a saisi l'importance de cet enjeu. De 17 millions de couronnes en 2017, le montant du budget alloué à la pratique du vélo a été multiplié par 10 en 3 ans, soit environ 6 600 000 € désormais, comme le confirme Damien Linhart. Les choses s'améliorent, notamment en matière d'itinéraire.
et également surtout la relation avec les institutions publiques qui sont quand même, en tout cas en matière de politique cyclable, des acteurs incontournables, et une bonne relation avec la mairie et les institutions publiques est très importante. Si la mobilisation d'Automates tant auprès des décideurs politiques que du public n'est donc pas vaine, son combat n'est pas encore gagné pour autant. Les pratiques doivent encore évoluer, raison pour laquelle l'association sensibilise aussi les plus jeunes à l'occasion d'ateliers. La population doit avoir les moyens de changer sa mobilité et les infrastructures doivent alors être adaptées à ces nouveaux modes de déplacement très divers et en plein essor. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bon vent et ahoy!